Bonsoir. Pour finir comme il se doit notre troisième journée de rencontre en ligne, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Sylvie Dieu-Osika. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'intervenir lors de notre festival. Alors, je me permets de présenter votre parcours pour les curieux qui viennent de nous rejoindre ou pour ceux ou celles qui vous suivent. Vous avez débuté en tant qu'interne et chef de clinique des hôpitaux de Paris en pédiatrie. Aujourd'hui, vous continuez d'exercer en libéral à Rosny-sous-Bois et dans le service de pédiatrie de l'hôpital Jean Verdier. Vous vous êtes lancé dans la publication de l'ouvrage Les écrans, mode d'emploi, juste ici, pour une utilisation raisonnée en famille avec la maison d'édition Atier en 2018. La question de l'utilisation des écrans étant l'un de vos thèmes de prédilection, vous êtes en effet conférencière et cofondatrice de l'association Collectif Surexposition Écran fondée en 2018. Cette année, vous avez sorti votre second ouvrage, Améliorer le sommeil de son enfant, comment bien dormir à tous les âges, qui se présente également sous 10 clés, 10 points d'éclairage sur le sommeil de l'enfant de la naissance à l'adolescence, avec une multitude de conseils efficaces à adopter en famille. Donc, vous allez notamment nous présenter ce sujet ces deux sujets, au cours de ces lives. Donc, je vous laisse nous en dire plus. Absolument. Alors, je vais surtout parler des écrans. Aujourd'hui, on pourra tout à fait évoquer le problème du sommeil en sachant que les écrans et le sommeil, il y a de toute façon un point commun. Donc, comme vous l'avez dit, voilà la présentation. Je reviendrai à plusieurs reprises sur le petit sigle que vous avez là qui est cause, donc collectif surexposition écran, et je vous invite à aller sur le site qu'on essaye de mettre à jour très régulièrement et qui vous donnera de nombreuses informations et qui recoupe évidemment de nombreuses informations que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, c'est très différent de ce que vous avez pu entendre auparavant, je pense, dans le cadre du festival, puisque je vais surtout parler de mon expérience de médecin, mais qui s'adresse à des professionnels de santé, à des professionnels de l'enfance et évidemment à des parents, puisque les parents sont des professionnels de l'enfance, si on peut le dire, en sachant que ça concerne évidemment les grands enfants, les adolescents qui peuvent être tout à fait je pense, intéressés éventuellement sur le sujet, en tous les cas, si intéressés, je pense. Alors, on va prendre un petit peu d'historique pour se remettre un petit peu dans la situation que nous vivons tous et qui nous est tombée dessus, on va dire, extrêmement rapidement, avec tout un système donc qui est d'une puissance absolument incroyable, puisque nous avons une offre illimitée, continue, sans fin, qui a ses inconvénients et ses avantages. Reprenons, 95, c'est pas si vieux l'Internet, et ensuite très vite, les écrans sont arrivés, notamment le smartphone en 2007, la tablette en 2010, et toujours évidemment la télévision et les ordinateurs. Ce qui, je trouve, a changé totalement la donne, c'est la possibilité donc d'avoir le Wi-Fi, la 4G, la 5G bientôt. La 4G, le Wi-Fi, c'est 2013, et le fait de pouvoir télécharger partout, à tout moment, n'importe où, change vraiment la situation. Donc, un bouleversement important pour tout le monde, tant les professionnels que les familles, les parents. Et là, ça vous montre Common Sense Media. Là aussi, je vous invite à aller voir ce site où il y a beaucoup d'informations. Ce sont des données américaines d'une association indépendante. Et par exemple, là, on peut voir que les enfants dès l'âge de 8 ans aux États-Unis, entre les années 2015 et 2019, ont un smartphone. Je dis bien un smartphone, pas un téléphone, dans 20% des cas. Et qu'évidemment, à 18 ans, on arrive à des chiffres tout à fait importants. 11 ans, c'est maintenant plus de 50%, et ce sont des chiffres de 2019, et en une année, évidemment, tout bouge. Donc, un accès extrêmement important. Il n'y a pas que l'accès, il y a le contenu, qui sera un sujet aussi, qui est un sujet pour moi tout à fait important. Les consoles de jeux, les PlayStation qui existent depuis longtemps, avec maintenant une avalanche de propositions de jeux très impressionnantes. Et puis, l'offre télévision, qui est quand même important à connaître, puisque vous savez sans doute, Gulli, Netflix, depuis pas si longtemps qu'il y a des parts de marché très importantes, la notion de la gratuité d'une part, et pour Gulli par exemple, et de la possibilité de regarder 24 heures sur 24, c'est un élément important que nous n'avons pas connu pour ceux qui ont connu la télé, la vidéo à une autre époque avec les lecteurs vidéo. Oh là là, ça fait longtemps.
Et puis l'autre notion aussi qui me semble très importante dans les contenus, c'est YouTube. YouTube, c'est 2005. Sachez qu'il existe YouTube Kids, et probablement que parents vous connaissez depuis 2016, ça fait peu de temps, mais de nombreuses familles l'utilisent peuvent l'utiliser à tout moment, à tout instant, donc encore une fois avec la possibilité de ces écrans nomades. Les réseaux sociaux, ça a été à toute vitesse, avec TikTok en 2016. TikTok, les ados connaissent bien, et je pense qu'en tant que parent, il faut également connaître. Et puis donc YouTube qui prend une place très importante. Les Américains montrent aussi une utilisation de YouTube, encore une fois, très importante. Donc des changements importants, que ce soit pour le bébé, l'enfant, le grand enfant, l'adulte, le parent. Vous en avez tous pris conscience, je pense. Donc des effets qui sont évidemment positifs. À aucun moment il est question de mettre tout au panier, si on peut dire, puisque moi, personnellement, j'utilise Waze. On a des tas d'applications extrêmement intéressantes et tout à fait utiles. Il faut savoir leur donner leur place, c'est tout le problème, et ça fait partie aussi du propos. Mais il ne faut pas oublier tous ces côtés positifs qui sont, à mon avis, tout à fait essentiels. Et loin de moi l'idée de revenir en arrière. Il y a un point essentiel qu'on ne connaît pas beaucoup, et là je vais un peu prendre les choses en détail, c'est cette notion que de nombreux psychologues se sont réunis pour se dire comment faire pour que les gens puissent avoir envie tout le temps d'être sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ainsi de suite. Et donc, il y a une réelle science qui s'appelle la captologie, qui a été mise en place notamment par Fogg, près de la Silicon Valley, pas tout à fait la Silicon Valley, mais à côté, Stanford. Il y a quelques années, et ils se sont réunis pour pouvoir essayer de comprendre comment faire sur la base de nombreuses études pour faire en sorte que nous soyons addicts, accros à notre écran. La problématique essentielle de tout ça, c'est que ça s'adresse aux petits comme aux grands. Donc effectivement, votre écran, si c'est en couleur avec de jolies formes, vous aurez bien plus envie d'aller le regarder. Passer au noir et blanc, vous verrez, ça fait pas le même effet. Et c'est vrai pour tout le monde, et le petit enfant évidemment. Des systèmes de notification, d'alerte, les notifications sans cesse sont bien là pour nous rappeler sans cesse que l'Internet est là dans nos mains. La stimulation du circuit de récompense dopaminergique, plus vous allez avoir des likes, plus vous allez être reconnu par vos pairs, plus vous allez avoir une meilleure estime de vous, notamment via les réseaux sociaux. Et tout cela demande encore plus cette notion d'une dose un peu supplémentaire. Le ciblage comportemental, ça c'est une notion qu'on n'a pas toujours et qui est pourtant essentielle. YouTube fonctionne comme ça. Des algorithmes font en sorte que vous soyez toujours capté, et que l'on cible exactement ce que vous avez envie, ce que vous aimez, avec évidemment un enregistrement des données et un ciblage publicitaire qui concerne encore une fois les enfants comme les adultes. L'effet de la récompense aléatoire, ça c'est la base des jeux, et c'est la base également des jeux d'argent. Il y a une étude à la fois sur des pigeons, sur des rats, et on montre bien, et nous sommes pareils en tant qu'humains, tout à fait accros si on a une récompense aléatoire. Des fois on a beaucoup, des fois on n'a pas beaucoup, et donc on va vouloir jouer sans cesse pour pouvoir obtenir plus. Et ça se voit dans les jeux vidéo. L'adaptation au niveau du joueur, et ça les enfants ne s'en rendent pas compte, et c'est important de les alerter, les familles également évidemment. Il ne faut pas que ce soit trop difficile, sinon vous quittez le jeu. Si c'est trop facile, vous vous lassez et ça n'a pas d'intérêt. Incitation à ne pas quitter le jeu, le fameux scroll, de ne pas quitter le réseau social, ça ne s'arrête jamais. De même, les séries, vous avez sûrement expérimenté cette situation. Vous regardez une série et elle s'enchaîne d'office, vous n'avez même pas besoin de vous lever. C'est l'exploitation de notre inertie qui fait qu'on n'a même pas besoin de bouger pour que le deuxième épisode passe. Et ça, par exemple, aussi, les enfants sont très accros à ça, c'est que quand on va quitter le jeu parce qu'il est l'heure d'aller manger ou autre, il sera écrit sur le jeu, mais t'en vas pas, t'as encore tellement de choses à faire et tu risques de tout perdre de tout ce que tu as fait. Donc un enfant, un grand, un petit, évidemment, il ne va avoir aucune envie de partir. Donc voilà, c'est une notion importante. Nous sommes dans ce système-là et ça s'adresse à tout le monde, les petits comme les grands. La captologie, et c'est chaque jour,
des réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à YouTube également, et notamment, on l'a dit aussi, ce ciblage publicitaire qui sera une réalité également pour l'enfant, qui aura les jouets, les jeux qui l'intéressent en fonction de là où il va se retrouver. Et puis, il faut savoir aussi que nos enfants sont quand même, en plus d'avoir des algorithmes selon leur goût, ils sont aussi, les contenus sont aussi des contenus particuliers qui sont étudiés pour que, et c'est la réalité, hein, ça fait froid dans le dos quand on le dit, mais ce sont des contenus qui, pour certains dessins animés, sont faits exprès pour que l'enfant soit capté. C'est-à-dire des sons rapides, stridents, des images qui vont très vite, des émotions qui sont également très difficiles à digérer pour l'enfant, soit des tristesses, soit de gaieté, mais qui vont trop vite et qui ne comprend pas, notamment le tout petit. Et cette notion de rapidité le capte encore plus. D'ailleurs, si vous regardez un enfant, regardez ces images qui vont si vite, il ne bouge pas. Il n'y a aucune image au niveau du bas de son visage et ses yeux sont plantés dans l'écran et il ne bouge plus. Et on peut voir du coup des enfants regarder d'autres enfants jouer ou des dessins animés inadaptés qui vont très vite mais qui vont l'hypnotiser complètement, ou même regarder, par exemple, j'ai vu des enfants regarder des voitures qui sortaient d'un garage sans cesse, mais comme l'image se reproduit sans cesse rapidement, eh bien ils restent hypnotisés. Et puis, donc, les contenus, tout est fait pour nous capter, et puis le temps, évidemment, hein, qui n'est pas le point le plus important, mais qui en découle de cette captologie. Hein. Nous y passons un temps fou, et notamment les adultes. Vous voyez cette notion de 5 heures par jour hors travail, je dis bien. C'est tout à fait important. Nos journées font toujours 24 heures depuis qu'Internet est là. Et donc, c'est une des problématiques. Et les ados, évidemment, les enfants, ils passent également beaucoup de temps. Et là, il y a une notion que vous voyez, c'est Common Sense Media, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, que vous pouvez tout à fait, c'est accessible à tous hein, pour avoir ces données. Ils font le 0-18 ans et là, vous avez des temps pour les 8-12 ans de 4 heures par jour, 6 heures presque par jour, et des 13-17 ans, 7 heures, voire 8h30 par jour. Ça date de 2019, c'est aux États-Unis. En France, on n'en est pas si loin, on n'a pas de données bien précises. Il y a cette notion dont on ne parle pas beaucoup en France, mais qui est très nette et qui existe en France. C'est la notion des hauts revenus et des bas revenus, des niveaux socio-économiques bas ou élevés, des niveaux d'études bas ou élevés, qui fait qu'on n'aura pas la même utilisation de l'écran, probablement par défaut d'information. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, on en dira un mot tout à l'heure. Ça, c'est un point qui me semble important, dit souvent en dehors de la période du confinement, bien sûr, que les temps scolaires prennent du temps sur les temps d'écran qui ont été calculés pour ces temps d'écran-là en fonction des tranches d'âge. Et vous voyez que c'est très peu, en fait, et que ça augmente très peu, puisque les temps scolaires sont là indiqués de 15 à 20 minutes, et pour les 13-17 ans, jusqu'à 1 heure. Sur les 8 heures passées, ça fait pas beaucoup pour le temps scolaire, en fin de compte. Ça, c'est une étude française, c'est Santé publique France, c'est une comparaison entre 2014 et 2016 pour montrer que les adultes qui passent plus de 3 heures par jour devant leur écran hors travail, j'ai bien dit, augmentent de façon importante. Donc voilà, un changement majeur. Donc là, c'est un peu caricatural, mais c'est une réalité quand même. Regardez les squares, regardez des cours éventuellement de récréation pour les plus grands, bien que maintenant on n'utilise plus le téléphone, normalement dans mais disons dans une cour, dans un parc, dans un square, eh bien on aura plutôt cette situation d'utilisation du smartphone. Et cette notion-là, qui là aussi est assez caricaturale, mais tout de même, les enfants qui sortaient, qui jouaient dehors, qui couraient, et qui là maintenant qui prennent plus de poids, sédentarité oblige, et qui sont plutôt difficiles à sortir pour certains, évidemment, on ne généralise pas. Pourquoi il y a tant de problèmes avec cet écran? Eh bien, je pense que cette diapo le résume assez bien, parce que malheureusement, les écrans ne sont pas utilisés de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés de façon interactive, partagée, comme c'est noté là à gauche, pas forcément éducationnel, mais en tous les cas interactif et partagé. Cette notion de « je suis à côté de mon enfant, je regarde l'écran, on regarde un film ensemble, on regarde un tuto, on regarde ensemble » ou pas loin en tous les cas. Là, c'est pas très loin, c'est-à-dire que maman a un œil à droite, à gauche, mais elle ne partage pas, c'est pas tout à fait isolé. Alors là, j'aurais pu mettre aussi une autre diapo avec des enfants seuls dans leur chambre et avec la possibilité d'utiliser Internet comme bon leur semble.
Et c'est là où on est dans une situation plus problématique. Parce que là est toute la différence. Vous le voyez, d'emblée, ces images vous montrent que là, on est seul, soit pendant qu'on dort, soit pendant qu'on mange, soit pendant qu'on joue, et on se retrouve éventuellement avec des images inadaptées. La pornographie fait partie du sujet, du contenu inadapté dont on reparlera ensuite. Là, c'est très différent. On regarde un film ensemble, on va regarder ensemble sa tablette ou son téléphone, et là, ça pose aucun souci. Je dirais même chez le tout petit, si on est sur Skype à discuter avec sa famille, évidemment, ça ne pose aucun problème. Si on regarde des photos de famille, des films de famille, et pourquoi pas aussi des dessins animés, enfin bref, tout ce que vous voulez, à partir du moment où un adulte accompagne. Pas le grand enfant, le grand frère ou la grande sœur, sauf s'ils sont vraiment très grands, parce que là aussi, ça peut poser problème sur les contenus. Mais voilà, quand c'est partagé avec le parent, ça n'a plus rien à voir. Est-ce que ma problématique en tant que médecin, est-ce que vous devez voir, je pense aussi dans la rue, est-ce que vous pouvez peut-être être amené à faire en tant que parent, parce qu'on a besoin de temps, parce qu'on est occupé, et ben on peut se retrouver dans des situations aussi caricaturales que celle-là, c'est-à-dire la non-disponibilité du parent. Et ça pose un gros souci et on peut se faire avoir extrêmement rapidement dans son quotidien. Parce qu'on travaille, parce qu'on a besoin d'aller regarder son iPhone pour une raison XY, notamment parce qu'on aime les séries, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, peu importe la raison. Mais ce qui est sûr, c'est que quand l'enfant est là, on a besoin d'une disponibilité à part entière. Et ces situations-là, elles posent problème si elles sont répétées. Malheureusement, elles sont répétées. Dans certaines familles, évidemment, c'est pour chaque famille peut se reconnaître ou non, évidemment, mais en tous les cas, si on tombe dans ce piège-là, on va au-devant de soucis importants que je constate en tant que pédiatre et notamment chez le tout petit. Parce que les besoins de l'enfant sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé, quelle que soit la présence de cette fameuse télévision, de cette connexion multiple, les parents ont changé. Nous avons changé. Tous. Les grands-parents ont changé aussi. Et donc, méfiance, parce que vos petits-enfants, tout petits, les bébés, les enfants, ont des besoins qui sont évidemment identiques. Pour l'instant, ils n'ont pas changé. Donc, comme nous, parents, nous avons changé dans notre attitude à être sur notre écran également, eh bien, il faut se rappeler de ces interactions qui sont indispensables. Alors là, c'est peut-être spécifiquement pédiatrique, mais je pense que les parents se reconnaissent en sachant que quand on a un petit enfant, eh bien, il a besoin de sourire, d'imitation, d'un langage qui n'aura un sens que si il est adressé et qu'il est associé à un geste. En fait, on apprend à parler d'abord dans les yeux, en se regardant, et puis au fur et à mesure en échangeant, et puis on va élaborer également, améliorer sa motricité fine par le jeu, évidemment. Et donc, si la télévision est allumée, si l'écran fait écran à ces interactions au fur et à mesure de la journée, pas une fois dans la journée, 10 fois, 20 fois, 30 fois, où papa, maman sont occupés, où mamie est occupée, parce que je vois des grands-parents aussi également assez accros à leur téléphone ou à un autre écran. Et donc, du coup, les interactions ne seront pas bonnes et surtout, l'enfant ne va pas explorer autour de lui de la même façon. Parce que quand il va grandir, il va y avoir la télé éventuellement allumée, éventuellement il va y avoir une tablette qui va être à sa disposition. Ça arrive, et plus vite qu'on ne croit, parce que l'enfant aime ça, parce que je vous rappelle que la captologie est toujours derrière tout ça, et donc il ne pourra pas explorer le monde correctement, parce que pour apprendre à jouer, il faut apprendre à jouer en 3 dimensions, et pas en 2 dimensions comme on pourrait le faire sur un écran. D'autre part, on a besoin d'explorer ces 5 sens. On ne peut pas apprendre non plus qu'avec la vue et l'ouïe. Tout est important. Donc, tous ces points-là font qu'il faut avoir une attitude extrêmement prudente quant à la présence de l'écran quand un petit enfant est là. Parce que tous ces petits moments sont essentiels. C'est comme ça que l'on apprend. Alors, vous voyez, les Allemands, ils sont forts. Quelle est la dernière fois où vous avez parlé à votre enfant? C'est quand même puissant comme message. Mais c'est une situation qui, malheureusement, peut exister tellement l'adulte également a changé et n'est pas disponible. Il est pris dans un engrenage et qu'il fait qu'il aura des réponses pauvres. Oui, oui, bien, d'accord, d'accord. Alors que l'enfant le sollicite, l'appelle, veut lui parler, et ainsi de suite, et de façon répétée, ça pose évidemment souci. Donc ces conséquences, vous l'avez compris, pour moi, elles sont importantes. Elles peuvent être
faible dans le sens, voilà, on vit très bien avec, et plutôt positive d'ailleurs quand la famille est informée, quand les enfants et les adultes partagent, comme on l'a dit tout à l'heure, quand l'enfant est plus grand, parce qu'au-delà de 6 ans, on peut avoir un intérêt évidemment à s'informer, à échanger, à avoir des tas de choses importantes. Par contre, il y a de nombreuses familles, malheureusement, et je pense que pour les personnes qui travaillent dans le milieu de l'enfance, il y a une nécessité à informer beaucoup, parce qu'on voit des retentissements qui sont à tendance négative. Et alors, une des raisons, en tous les cas, pour lesquelles des parents qui ne sont pas des mauvais parents, contrairement à ce que je peux parfois entendre, vont donner l'écran facilement à leur enfant, eux-mêmes, évidemment, ont besoin de temps, on l'a dit, pour utiliser leur écran, pour leurs réseaux sociaux, pour les séries, ce que vous voulez. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'on leur a fait quand même croire pendant assez longtemps, parce que notre message, notamment en France, est assez parfois opaque, que peut-être on pouvait apprendre avec un écran, je parle du petit, et ce n'est pas le cas, qu'on pouvait apprendre une nouvelle langue avec un écran. Je rappelle qu'on apprend une langue que si les bases de la langue, le français par exemple, ou la langue maternelle, sont vraiment mises en place. Tant que cela n'est pas mis en place, on ne pourra pas apprendre une autre langue via notamment un écran. Et puis aussi la peur du retard du numérique, ça c'est assez net dans certaines familles. On pense que si on donne très tôt l'écran, eh bien l'enfant ne sera pas en retard par rapport à ses pairs, par rapport pour plus tard. C'est complètement faux. Il faut le savoir, les enfants apprennent à utiliser l'écran extrêmement rapidement. Et s'ils l'apprennent à 3 ans, pour eux, en une journée, ils auront compris comment ça marche extrêmement rapidement. Donc, il n'y a pas d'intérêt, ils ne prendront pas de retard si on leur donne qu'à 6 ans, à 7 ans. Ça, c'est important parce que je pense qu'il y a de nombreuses familles qui pensent le contraire ou qui ont cru à un moment que les messages étaient de ce type. Et encore une fois, cela n'est pas vrai. Il y a 2 effets importants qui sont nets sur l'enfant, sur l'adulte également. On l'a déjà un petit peu dit. C'est la notion de fascination, de captation, et donc éventuellement d'addiction à cet écran. Et puis un effet indirect qui est très important aussi, que j'ai évoqué, sur le temps volé à l'apprentissage, le temps volé aux activités physiques, le temps volé au sommeil, le temps volé à l'échange. Bref, des temps volés divers et qui sont essentiels à tous, d'ailleurs, enfants comme adultes. Donc, qu'est-ce qu'on constate, du coup, avec cet impact et cette présence de l'écran ? Eh bien, moi, je vois en tant que pédiatre des troubles de la communication, des retards de langage. D'ailleurs, les orthophonistes en voient beaucoup. Les institutrices, je pense, si certaines nous écoutent, sont souvent très alertées, notamment en petite section de maternelle, moyenne section, avec des enfants qui ont des troubles des interactions, des enfants qui ont un langage plaqué, ils vont dire plusieurs fois des mots de Disney, ou Sam le pompier, répéter ces mots, ou des écolalies de certains mots. Des comptines qui répètent, où on reconnaît l'air d'une chanson qui a été écoutée des milliers de fois probablement. Je vois des enfants qui ne disent quasiment aucun mot, papa, maman peut-être, ils ont 3 ans et puis ils vont vous faire 1, 2, 3, ou ils vont vous dire les couleurs en anglais, ou ils vont vous faire l'alphabet. On rappelle, l'alphabet, c'est 5 ans, c'est 6 ans, c'est sûrement pas 2 ans, 3 ans. Et en fait, ils n'ont rien appris du tout. Ils n'ont fait que répéter comme des perroquets. Et ça, c'est un point important parce que les familles sont parfois très fières que leur enfant sache compter en anglais ou connaisse l'alphabet. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. On apprend d'abord à parler dans la langue maternelle, avec sa langue maternelle, quelles que soient ses capacités dans une autre langue, notamment le français. C'est pas le problème. Vos parents, parlez à vos enfants dans la langue que vous dominez et ensuite l'enfant pourra apprendre une autre langue sans aucun problème. Il n'a pas besoin de l'écran. Et donc ça, c'est un constat personnel, c'est un constat de beaucoup de professionnels de santé de la petite enfance et ce n'est pas qu'un constat de terrain, c'est aussi les études. Et ça, c'est des choses qui sont assez peu connues parce qu'on n'en parle pas assez, à mon avis, en France. Il y a de nombreux auteurs. Alors, il y a un système en médecine qui s'appelle la publication médicale, qu'on appelle aussi PubMed. Et donc, il y a de nombreux auteurs, là, par exemple, des Canadiens. Je voulais vous en faire part pour vous montrer à quel point il y a beaucoup de travaux sur le sujet. Et on est à plus de 1500, 2000 études de par le monde sur l'impact des écrans. Et là, vous voyez par exemple une étude canadienne sur près de 900 enfants publiée en 2019,
que pour chaque tranche de 30 minutes de temps d'écran supplémentaire, 49% d'augmentation du risque de retard de langage que j'évoquais sur le langage. Une autre étude, là, 2400 enfants, c'est aussi canadien, ça date de 2019, tout ça est récent, il y en a des plus anciennes, et là qui montre également sur des tests cognitifs, des tests de langage, qui explorent aussi les fonctions exécutives, la résolution de problèmes, qui montrent que quand le temps d'écran est élevé lors d'une première évaluation, par exemple à 2 ans, le test cognitif se révèle plus mauvais lors de la seconde évaluation, c'est-à-dire à 36 mois à 3 ans. Et de même, cela est vrai quand à 3 ans, le temps d'écran était élevé. À 5 ans, l'enfant aura des tests cognitifs de moins bonne qualité. 119 enfants, des tout petits, 21 mois, vous voyez, parce qu'évidemment, les enfants se retrouvent devant les smartphones très tôt. En France, pas encore, mais c'est en train de venir à toute vitesse. J'ai des enfants dès l'âge de 6 mois, 7 mois qui vont se retrouver devant l'iPhone pour différentes raisons. Et donc, aux États-Unis, la Common Sense Media vient de sortir les chiffres pour les 0-8 ans. Donc ça aussi, vous pouvez le voir. Et donc, les petits-enfants sont avant 2 ans déjà devant les écrans. Et donc, plus de 2 heures d'écran par jour, un ASQ, c'est un test utilisé par les Canadiens et les Américains, montre que le langage sera de mauvaise qualité. Voilà pour les études sur le langage. La télévision est encore très souvent allumée. En France, on aime bien voir la télévision allumée, on ne la regarde pas, mais on l'entend, on écoute les informations de loin. Sauf que s'il y a un enfant qui est là, présent dans la salle à manger, dans la cuisine, et ben ce petit enfant, il va avoir ses cubes et puis il va tourner la tête, il va être dérangé par le bruit, il ne comprend rien à ce qui se passe puisqu'il ne parle pas encore, mais il va arrêter son exploration, ce qu'il était en train de faire, et il va couper comme ça à chaque fois ses explorations. Donc il aura des explorations dans la 3e dimension de mauvaise qualité. Les échanges seront moins bons parce qu'il entendra le son de la télé, il entendra la voix de maman, il aura l'image qui le captera où il sera là aussi hypnotisé. Bref, l'enfant va moins jouer, va moins explorer, les interactions seront de moins bonne qualité, et ça c'est tout à fait aussi démontré, et du coup le nombre de mots échangés est moins bon. Ça s'appelle la technoférence, c'est un nom, et donc c'est le fait qu'un outil numérique interfère dans les relations, et notamment la télé, encore une fois, entraîne ces interruptions d'exploration et qui sont également délétères pour le langage. Ça, je vais aller assez vite, mais ce sont les chiffres de la DGESCO. Donc, pour ceux qui sont à l'école, qui connaissent, l'éducation nationale, chaque année, donne des chiffres des troubles intellectuels et cognitifs, des troubles du psychisme, des troubles du langage de la parole. Et Cause a travaillé sur ça, vous voyez, entre 2010 et 2018. On voit que les troubles auditifs, troubles visuels, troubles viscéraux ne bougent pas. Mais au fur et à mesure des années, on voit un nombre de troubles du langage notamment, troubles du psychisme, troubles intellectuels augmentés de façon assez prodigieuse. D'ailleurs, vous avez là sur cette diapo l'augmentation. En 8 ans environ, il semble qu'en France, c'est des chiffres français, on n'a pas beaucoup d'études épidémiologiques en France, mais là, ce sont des chiffres qui montrent 94% d'augmentation en 8 ans du langage, des troubles du psychisme, plus de 50%, et des troubles intellectuels et cognitifs, plus de 25%. Alors, peut-être les perturbateurs endocriniens, peut-être des tas de choses, mais nous, on se pose la question de la place de l'écran dans ces troubles. En tous les cas, une partie de ces troubles sont sûrement aggravés. À l'origine, on ne sait pas. Voilà, une hypothèse. Quels sont les autres troubles qu'on peut constater quand l'écran est mal utilisé dans les familles? Eh bien, on voit beaucoup, et vous l'avez sûrement déjà vu, je ne sais pas, dans un restaurant, quand on allait avant au restaurant, n'est-ce pas, ou dans un transport en commun, des troubles de l'humeur, des difficultés à gérer les émotions. C'est vraiment un on-off, c'est assez horrible cette petite diapo là de ce petit enfant, mais c'est tout à fait ça. Vous donnez un écran à un enfant qui a pris l'habitude de se calmer avec, il se calmera très très bien avec, vous l'enlevez, il fera la crise et il ne comprendra pas. Il n'a pas appris à gérer ses émotions. Parce que tout petit déjà, on lui a donné. Et les enfants de 18 mois, 2 ans, ne sont pas faciles. On le sait tous si on a eu des enfants de cet âge-là. Et donc, si l'écran s'interpose et est utilisé pour gérer ses difficultés, ses frustrations, ses colères, sa fatigue, ce que vous voulez, ses tristesses et autres, eh bien, on aura des situations difficiles parce que l'enfant ne pourra plus s'en passer et l'utilisera sans cesse pour se calmer. Et ça commence aussi très, très tôt.
Et ça aussi, ça a été étudié, hein, ce n'est pas seulement un constat de terrain. Vous voyez un indice de self-régulation chez les tout petits enfants, les Américains, sur des cohortes énormes, 7400 enfants, hein, ça a été publié en 2014, c'est pas si vieux, M. Radetzky a beaucoup travaillé sur ça, et donc montre là aussi, vous vous en doutez, que plus il y a de l'écran, par exemple à 9 mois, et plus les risques de savoir gérer ses émotions seront difficiles. Une autre étude, là aussi, australienne, 2018, là aussi récente, chez les petits-enfants. Plus le temps de média est bas à 2 ans, meilleur est le score de self-régulation, le score d'émotion, en fait, à 4 ans. Donc, un mauvais score de self-régulation à 4 ans est aussi associé à plus d'écran, plus de télévision à 6 ans. Quel est l'autre retentissement très important que l'on voit beaucoup et qui touche tout le monde, les adultes compris d'ailleurs, le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment un point essentiel parce que ça touche l'humeur, ça touche les apprentissages, ça touche la mémorisation. Bref, c'est absolument essentiel, évidemment, d'avoir un bon sommeil, à la fois en quantité et en qualité. Et donc, les enfants ont un retentissement sur les deux, à la fois la quantité, l'endormissement est plus tardif, ils se couchent plus tard, parce qu'on sait qu'il y a un effet de la lumière bleue, hein, ce qui est assez différent de l'écran télévision, qui est un peu plus loin, qui n'a pas le même impact que l'iPhone ou la tablette. Et donc, l'écran utilisé avec cette lumière bleue va entraîner, notamment, on le sait, une inhibition de cette sécrétion de la mélatonine, cette hormone qui nous permet de nous endormir. En fait, je dis aux enfants, d'ailleurs, votre cerveau croit que vous êtes encore le jour et donc il n'est pas l'heure de se coucher. Et donc, l'endormissement va être décalé d'au moins 1 heure, 2 heures, si l'écran est utilisé très près d'ailleurs, forcément, puisqu'on parle d'écran nomade. Il y a ce que l'on regarde, évidemment, le contenu excitant, les dessins animés qui vont vite, les vidéos qui vont vite, les réseaux sociaux qui vont aussi vous capter, hein, et qui vont faire qu'évidemment, il y aura un retentissement sur l'endormissement. Et puis, la qualité donc, de ce sommeil va être aussi perturbée, évidemment, si l'écran est disponible, puisqu'il y aura des notifications, on va se réveiller, on va aller regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux en pleine nuit, et ça, c'est pas une invention. Les ados, s'ils ont l'écran disponible, ils n'arriveront pas à se retenir. Il y aura toujours un moment, il y aura eu un souci quelconque, et ils iront voir ce qui se passe. Ça, c'est net. Donc, à la fois sur la qualité, la quantité, et ça concerne tout le monde, et vous, adultes aussi, peut-être, vous êtes concernés. Nos ados sont évidemment très concernés par cette problématique, et s'il y a un point sur lequel il ne faut pas lâcher, c'est au moins le sommeil pour éviter cette situation de trouble des apprentissages, de la mémorisation, de l'humeur, voilà, qui est importante. Évidemment, là aussi, il y a des études nombreuses. Donc là, une étude parce que très impressionnante, 125 000 enfants, hein, ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a repris plusieurs études et qui montrent une corrélation entre l'utilisation des médias portables avant le coucher, encore une fois, ce retard d'endormissement, et la quantité qui sera insuffisante de sommeil, la qualité de sommeil qui sera mauvaise et un endormissement exagéré en cours de journée, c'est-à-dire ces ados, par exemple, ou même les adultes, peut-être en ont fait expérience, du coup de barre de la fin de matinée, voire de la nécessité pour certains ados de faire une sieste l'après-midi, ce qui évidemment va tout décaler. On est dans les 6-19 ans pour cette étude. Quels sont les autres retentissements que l'on voit et qui sont également étudiés? Eh bien, celui, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la motricité fine, sur le jeu, sur l'utilisation de ses mains. Et ça, c'est important pour les maîtresses, évidemment, par exemple, hein, puisque l'écriture, hein, on voit très souvent des enfants en difficulté pour tenir leur crayon, par exemple. Ça aussi, ça a été exploré et bien étudié, c'est déjà maintenant assez ancien, ça date de plusieurs années, 2005, et on a mis en évidence ce qu'on a appelé le déficit vidéo ou déficit de transfert. Rachel Barr, et pas qu'elle, mais toute une équipe américaine ont travaillé sur la façon dont les enfants apprenaient et se sont rendus compte que pour un objectif donné via la vidéo ou via la réalité, les résultats n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire, parce que ça peut être important à comprendre, les expériences sont les suivantes. On prend un jouet, on le cache sous un coussin dans une pièce, et il y a 2 groupes. Soit les enfants regardent directement dans la pièce ce que la personne est en train de faire, de cacher ce fameux jouet sous le coussin, par exemple, et un autre groupe d'enfants regarde la même scène, mais via la vidéo, avec la même forme d'écran.
Et en fait, tous les enfants retrouvent l'objet caché quand c'est regardé dans la réalité, mais toujours avec cet aspect comme si c'était un écran, mais ça n'en est pas un carré, en fait, une ouverture sur la pièce. Et par contre, ceux qui ont regardé via la vidéo, eh bien, seulement 50% de ces enfants retrouvent l'objet. On retrouve la même chose aussi avec des tâches complexes. Si on apprend par exemple à ratisser avec des mots associés, si on a appris via la vidéo, eh bien le rendu est moins bon. On a oublié les mots, la mémorisation est moins bonne, ainsi de suite. Faire un puzzle en 3D, c'est pas du tout la même chose que de le faire avec son doigt sur l'écran, comme vous voyez des enfants qui vont très bien surfer avec leurs doigts papillons, mais qui n'arriveront pas à reprendre les 3 mêmes pièces qu'ils ont vues sur l'écran en 2D dans leurs mains. Ils ne seront pas capables d'en faire quoi que ce soit. Donc, il y a bien un déficit de transfert et donc une incapacité à apprendre correctement, et on doit encore une fois apprendre en 3D. C'est à la base, ces travaux-là, notamment des messages de l'Académie américaine de pédiatrie qui dit « pas d'écran avant 2 ans ». En 2006 aussi, les Allemands déjà s'inquiétaient, par exemple, ça c'est une étude allemande, je ne sais pas si c'est très visible, mais bon, qui montrait qu'il y avait un retentissement sur la motricité fine. Les dessins des enfants de 5-6 ans, donc on voit en haut exposé à moins d'1 heure de télévision par jour, et vous voyez en bas, et c'est notre petit bonhomme de cause que nous avons retrouvé là, des dessins d'enfants de 5-6 ans qui sont exposés à l'époque, là en 2006, c'était la télévision à plus de 3 heures par jour. Si on a du temps volé au dessin, à l'écriture, eh bien forcément, on ne va pas observer autour de soi de la même façon les gens, leur habit, et on ne va pas avoir la même dextérité également en utilisant son crayon, ce qui sera problématique pour, évidemment, plus tard, notamment pour l'école. On a aussi des effets sur les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Eh bien, pourquoi? Parce que là aussi, l'écran et son contenu surstimulent l'attention. Il capte complètement beaucoup plus que n'importe quel objet. Les enfants vont se lasser d'un petit jouet, vont se lasser d'un jeu quelconque. Ils ne se lassent pas de l'écran. Ça, c'est un point important aussi. Cet écran qu'on va leur donner, ils ne vont pas s'en lasser parce qu'ils vont complètement être pris dedans et leur attention va être complètement captée. Et quand vous avez été complètement aussi pris dans notamment par exemple avant d'aller à l'école le matin et que vous êtes totalement concentré sur cet écran, et bien après il sera très difficile de mettre en place ce qu'on appelle la concentration, vraiment l'attention volontaire et pas seulement l'attention première quand on arrivera à l'école pour se concentrer. On dit souvent aussi que l'enfant est multitâche. Non, il n'est pas multitâche. Et nous ne sommes pas multitâche. On fait bien une chose difficile en se concentrant et sinon on risque de mal la faire. Je vois aussi, et ça c'est par contre un peu moins étudié, mais en tous les cas, moi en tant que pédiatre, je vois cette situation-là, ces troubles de l'oralité, ces difficultés à manger de plus en plus. Je pense que tout le monde s'est fait prendre au piège à un moment ou à un autre. Quand on regarde un écran, quand un enfant regarde un écran, il ouvre la bouche. Nous-mêmes, on peut manger, un ado ou autre, un enfant ou un adulte peut se retrouver à manger, à se remplir sans même s'apercevoir de ce qui se passe. Et pour bien manger, moi je dis souvent aux parents, c'est pas avoir quelque chose dans la bouche, c'est d'abord sentir, regarder, toucher, et après on met dans la bouche. C'est ça vraiment manger. Donc l'enfant doit apprendre toutes ces étapes. Et si l'écran est là, il nous fera couvrir la bouche et il ne saura même pas de quelle couleur est-ce qu'il mange, la texture, les formes, ainsi de suite. Et après, on risque d'avoir bien des difficultés à lui proposer autre chose, d'autant qu'à 18 mois, 2 ans, on le sait tous, à 3 ans, c'est compliqué. La diversification, le fait de pouvoir manger des textures différentes. Donc méfiance. La présence de l'écran pendant les repas, c'est un souci. On a aussi un retentissement sur les activités physiques, et ça aussi, il y a plusieurs études, je ne les ai pas mises. Les cardiologues sont un peu inquiets, d'ailleurs, parce que les performances des enfants diminuent, les performances physiques. Encore une fois, un temps volé. Si vous n'avez pas le temps de courir, si vous ne faites pas du sport régulièrement et que tout ce temps que vous auriez utilisé à faire du sport, vous êtes sur votre écran, forcément, jour après jour, il y aura difficulté. On voit aussi, et ça on le sait, notamment les accidents de la voie publique, automobiles, piétons, vélos, trottinettes, à tel point que c'est problématique dans certains pays, où on a dit interdiction par exemple de traverser avec son portable, et probablement des accidents domestiques aussi qui vont augmenter, qui augmentent déjà par défaut de surveillance.
Donc, je redis un point important que j'ai un peu soulevé à plusieurs reprises. Aucune étude à ce jour n'a montré une amélioration des apprentissages avec les écrans chez les enfants de moins de 6 ans. Il semble important de marteler cette notion-là. C'est clair, c'est net. Rien n'a montré à ce jour qu'un enfant allait mieux apprendre s'il était sur les écrans. Il n'y a donc aucune urgence à mettre un enfant sur les écrans, quel que soit le contenu, s'il n'est pas partagé et échangé avec le parent. Encore une fois, on n'aura pas de déficit de transfert, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, si on regarde un petit dessin animé avec son enfant et qu'on lui dit « Regarde, tu vois, là, c'est la tortue. Ben, c'est la tortue qu'on a vue aussi chez papy et elle mangeait de la salade. Tu as vu la salade qui est là? C'est ce qu'on a mangé hier soir, tu te souviens ?» Voilà, si on fait des relations avec l'enfant, donc on est présent, disponible, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, avant 6 ans, seul, ça c'est sûr qu'il y aura des soucis si c'est utilisé et il n'apprendra rien avec. On apprend une langue en lien avec un autre adulte, avec une autre personne qui fait, qui parle en même temps qu'elle fait ses gestes. Et là, le mot a un sens pour l'enfant. De nombreuses études, je vous l'ai dit, et la plupart des études, c'est principe de précaution, c'est prudence, voire inquiétude, et c'est réel, par exemple, dans le sommeil, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on sait combien le sommeil a des retentissements sur des tas de fonctions, notamment les apprentissages, on le redit. Et puis, on entend par contre beaucoup parler, et ce sont des études sérieuses, il n'y a aucun problème, mais ça, presque tout le monde est un peu au courant, des études positives disant que bah voilà, si on joue beaucoup aux jeux vidéo, on aura des performances, notamment visio-spatiales, bien meilleures. C'est vrai. Madame Bavelier notamment et d'autres ont fait des études importantes sur ces sujets, sur ce point-là. C'est vrai chez des grands joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui jouent beaucoup, des adultes jeunes ou des adolescents âgés, et ce sont toujours des études pour l'instant en laboratoire, et ça concerne 10 à 20 personnes, des groupes de 10 à 20 personnes. Donc ces études face à ça, face aux autres études dont je vous ai parlé, 1500, 2000, 3000 personnes dans la vie réelle, voilà, intéressant de les connaître, mais ça ne doit pas être un point aussi positif que j'ai l'impression les médias ou autres le font savoir. Donc, comment faire un coup qu'on a dit tout ça pour que les choses se passent le mieux possible? Bah, évidemment, je vais vous reparler un peu de ce que vous pouvez trouver et vous retrouverez ça bien plus détaillé dans le livre « Les écrans, mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille ». Parce qu'il y a une nécessité, vous l'avez compris, à une éducation au numérique comme une éducation que l'on va donner au monde réel. Moi, je trouve que les parents, là, maintenant, ont beaucoup plus de travail puisqu'ils ont une éducation au monde réel comme on l'a tous et ils s'ajoutent maintenant, et des fois très tôt, une éducation au monde numérique. Plus tôt on met en place ces règles, évidemment, et plus les choses se passeront bien. Donc moi, je commence en tant que pédiatre dès la naissance. C'est-à-dire qu'à la première visite, à 15 jours de vie, eh bien, je parle déjà de la place des écrans. Vous vous rappelez, au tout début, je vous ai dit qu'il était important qu'il y ait des bonnes interactions. Donc, dès le début, ce n'est pas un problème d'onde, ce n'est pas un problème de lumière, c'est un problème de disponibilité du parent. Si le parent est disponible, tout se passera bien. Donc, l'écran va le rendre indisponible. Donc, il est donc encore une fois très important que le parent soit disponible et que quand l'enfant est éveillé, eh bien, l'écran est retourné, et on est à part entière à répondre à ces sollicitations pour qu'il progresse comme il faut. Et comme ça, au fur et à mesure, on aura bien mis les choses en place, et soi-même en tant qu'adulte, parce que c'est ça qui est important. Alors, vous verriez des petits clins d'œil, parce que voilà, on parle de livres, donc évidemment, j'ai là, pour finir, fait des petits clins d'œil à la place du livre au milieu de tous nos écrans qui nous entourent. Donc, effectivement, les premiers à s'interroger, c'est l'adulte. C'est vraiment vous, les adultes, et les parents, quand on les rencontre, il faut leur faire prendre conscience que c'est d'abord eux qui doivent réfléchir à ce qu'ils font avec leur écran en présence de leur enfant. Les enfants font en fonction de l'exemple qui leur est donné et non pas en fonction de ce qu'ils souhaiteraient que leur enfant fasse. Il faut donner l'exemple et il faut aussi soi-même se dire, voilà, il y a des temps, un moment important où là, mon écran, mon téléphone, ma télévision est éteinte parce que je veux être en relation vraie avec mon enfant, et notamment pour le tout petit, mais ça sera vrai aussi pour le plus grand, qui ne veut pas que vous lui répondiez « oui, d'accord », voilà. Il faut être présent et répondre à ces sollicitations. Donc vous, les adultes, vous, les parents, vous devez vous poser ces questions et savoir comment vous gérez votre propre écran.
Là encore, un petit clin d'œil sur la place des livres au milieu de nos écrans. Donc, il faut s'autoriser à dire non. Hein. L'éducation, bienveillance et fermeté, c'est les messages que j'essaye de donner. Parce que plus on aura donné des limites, et encore une fois, l'adulte s'est questionné lui-même sur ce qu'il fait, et plus les choses se passeront bien. De la même façon qu'on va donner des limites pour d'autres activités, quel que soit l'âge des enfants. Donc, commencer tôt la gestion des écrans, c'est essentiel. Hein. L'adulte donne les règles. Je redis souvent pour les plus grands, par exemple, que l'écran, il appartient à l'adulte et c'est donc lui qui doit gérer cet écran et qu'il n'appartient pas a priori à l'enfant, ni le prix du forfait, ni l'écran qui a été acheté. Que le temps d'écran n'est pas obligatoire, qu'on peut très bien passer une journée à regarder un bon film, d'aller regarder des tutos, d'aller regarder un youtubeur, évidemment, et le lendemain, il n'y a pas d'écran parce qu'on va sortir et on va faire autre chose. Que le parent doit se dire qu'il y a des priorités, c'est essentiel, et donc lui s'est posé lui-même des questions sur son utilisation, et donc va faire en sorte que son enfant, petit et grand, ait les activités les plus importantes, et la base importante évidemment du petit, c'est le langage. Après, les discussions qui doivent être réelles, des vraies discussions à table notamment, on en dira un mot après. L'activité physique, on l'a dit, combien c'est inquiétant pour les adultes également, hein, les problèmes de sédentarité, d'obésité. D'ailleurs, on étudie, beaucoup d'études sont faites sur la sédentarité et l'obésité via le temps d'écran. Donc, c'est bien une réalité que ça vole des temps d'activité physique. Les activités manuelles, les activités quotidiennes familiales hein, qui doivent être également partagées, qui est importante, et c'est là où on va apprendre des tas de choses, les sorties, hein, les repas en famille, le sommeil, encore et encore. Donc, je dis aussi souvent aux parents, protégez votre enfant comme dans la vraie vie. Et ça, c'est une notion aussi qui est importante à redire. Les parents pensent que quand physiquement l'enfant est sous le même toit, on est tous dans la maison, l'enfant est dans sa chambre, dans la maison, tout va bien, en sécurité. Pas du tout. S'il a un accès à Internet et qu'il a l'écran seul dans sa chambre, il n'est pas en sécurité. Ce n'est pas vrai. Il a accès à tout ce que... Évidemment, si on n'a pas fait de contrôle parental, si on n'a pas discuté auparavant, enfin bref, dans la situation qui est quand même malheureusement la plus fréquente, l'enfant est seul dans sa chambre avec des accès libres à tout ce que l'on veut, que ce soit de la violence, de la pornographie et autres. Et donc, si physiquement, il est protégé, parce qu'il est sous le même toit et qu'il n'est pas dehors dans la rue à minuit, eh bien, moralement, psychologiquement, il n'est pas protégé. Donc, la sécurité de votre enfant également est sous votre toit et que l'Internet est un monde à part entière dans lequel on doit avoir des règles. Encore un petit clin d'œil à l'effet du livre et à l'effet de la télévision sur nos cerveaux, n'est-ce pas? La durée passée sur les écrans, c'est important, c'est pas le principal. On peut passer 3 heures, 4 heures sur une journée, tout dépend ce qu'on y a fait, comment on l'a fait, avec qui, ce qu'on a déjà dit, le partager. Globalement, on va quand même prendre sur le temps volé à d'autres activités. Mais quand il fait froid, comme en ce moment il pleut et autres, on est quand même beaucoup plus facilement sur l'écran. Donc après, souvent les parents me demandent mais combien de temps? Alors clairement, avant l'acquisition du langage, je mets même plus 2 ans, 3 ans, avant que votre enfant parle correctement dans votre langue maternelle, dans la langue, que le langage soit bien acquis, eh bien il faut 0 écran. Sauf Skype, sauf des images, des photos, des films de famille, bien sûr. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. Et puis certaines familles me demandent, mais quand même, j'ai besoin d'avoir un temps d'écran. Alors, on peut proposer des heures par année d'âge par semaine. Il a 8 ans, 8 heures par semaine. Donc, on va faire un bon film de 2 heures, et puis demain, il n'y en aura pas. Et puis après-demain, il y aura un jeu vidéo, puis après, il y aura YouTube. Enfin bref, on se fait un compte et certains enfants, ça les aide. Certains parents aussi ont besoin de cette notion-là. Voilà, c'est un plus. En tous les cas, ce qui est important à retenir, avant 3 ans, en tous les cas, avant l'acquisition du langage, 0 écran, c'est préférable. Moi, je dis pour les familles nombreuses, c'est compliqué, hein, les tout petits, les grands qui demandent, eh bien, on peut dire des choses très simples. 0 écran les jours d'école. C'est simple. Quand c'est simple pour les parents et pour les enfants, c'est beaucoup plus facile à entendre. C'est difficile au début et puis ça passe. Et puis on se rattrape le week-end ou bref, on va se retrouver à faire d'autres choses tout simplement parce que les enfants n'aiment pas s'ennuyer, donc ils finissent par faire autre chose. Ils ressortent les puzzles, ils ressortent des bouquins, ils font de la cuisine avec vous, ainsi de suite.
La notion du temps d'écran et la notion du temps réel, c'est compliqué. Parfois, il y a certains enfants qui ont besoin d'un minuteur parce qu'une heure de jeu vidéo et une heure réelle, c'est pas la même chose. Très souvent, quand on arrête, ils pensent que ça fait 10 minutes qu'ils jouent alors que ça fait bien une heure. Si les plus jeunes, s'il y a 5 ans, 6 ans, on souhaite que son enfant soit sur l'écran, eh bien, ça doit être des petites sessions et ça doit toujours avoir un début, une fin. C'est important que l'enfant sache quand ça commence, quand ça finit. Et comme on l'a dit, ce temps n'est pas obligatoire. Quand vous êtes dans des difficultés, certaines familles sont déjà dans des difficultés de gestion de l'écran, eh bien, je trouve que une chose importante qui peut vraiment aider au début, c'est sortir. Alors même quand il fait froid, on peut sortir, hein, bien couvert. Maintenant, on peut sortir plus longtemps, sur un périmètre plus important. Et quand l'enfant est dehors et que votre écran est dans votre poche, hein, votre portable, eh bien, au fur et à mesure, il va regarder les petits oiseaux, vous allez jouer au ballon, il va regarder ce qui se passe autour de lui. Et c'est des fois plus facile, évidemment, que de rester chez soi où on va se retrouver à vouloir aller regarder l'écran. Encore un petit clin d'œil pour les livres et les écrans. Et puis un mot sur le contenu, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais tout de même, intéressez-vous à ce regard de vos enfants. C'est important, comme on pourrait s'intéresser à ce que nos enfants lisent, eh bien il faut regarder. J'ai beaucoup de parents qui ne savent pas que leur enfant joue, par exemple, n'est-ce pas, vous l'avez reconnu peut-être pour ceux qui connaissent, à Fortnite, qui ne savent pas que leur enfant est sur TikTok, qui ne savent pas à quel jeu, donc encore une fois, il joue, qui ne savent pas quel âge le jeu est autorisé, parce que les grands-parents l'ont acheté, ou parce que l'oncle l'a acheté, ou parce qu'ils n'ont pas été regardés, tout simplement, parce que l'enfant est à la maison et qu'on le sent protégé. Vous vous rappelez, le contenu, si on ne le connaît pas, l'enfant n'est pas protégé. Donc, il faut savoir qu'il y a cette nomenclature, hein, 3, 7, 12, 16, 18 ans pour tous les jeux, que ce soit des jeux en ligne ou les jeux vidéo, que vous avez la notion des sujets abordés, hein, que ce soit la drogue, la violence, la pornographie, voilà. Donc, on peut très, très vite avoir l'information. Et si votre enfant a 8 ans, eh ben, il ne joue pas à Fortnite. Fortnite, c'est 12 ans. Les copains jouent à Fortnite, ben, ils ne sont pas protégés. Leurs parents ne les protègent pas. Est-ce que vous auriez envie de laisser vos enfants devant un film non autorisé avant 18 ans? Laissez vos enfants regarder un film porno? Laissez vos enfants... voilà, enfin bref, il y a des règles et il faut protéger nos enfants. Donc ces règles existent, il faut les utiliser. De même, les réseaux sociaux, c'est 13 ans. TikTok, c'est un réseau social assez sympathique où on peut faire des vidéos, chanter, danser... c'est plein de petites vidéos avec des filtres, ainsi de suite. C'est tout à fait sympathique. Sauf que là aussi, il y a d'autres dérives. Hein. Les enfants ne sont pas forcément du tout protégés s'ils sont en public. Des pédophiles circulent sur ces réseaux, évidemment, nombreux. Et puis, ces petites filles vont devenir de plus en plus sexualisées, hyper sexualisées. Voilà, l'image va être rendue publique. Tout ça montre qu'il y a des dérives importantes. La pornographie, c'est aussi évidemment un point essentiel. Je vous conseille vivement, si vous ne l'avez jamais fait, pour les gens qui m'écoutent, d'aller taper sur votre portable ou sur votre ordinateur, sur n'importe quel moteur de recherche YouPorn ou Porno, et vous verrez, il n'y a aucun filtre. Faites l'expérience, vos enfants risquent de le faire le jour où vous leur donnerez un écran et qu'ils auront accès à Internet. Ça choque, vraiment. Donc, comme ils ne sont pas protégés, on doit les protéger. En les informant, tout ce que vous voulez, bien sûr, il y a tout un travail d'information que parents, grands-parents, on doit faire, école doit faire beaucoup plus que ce qu'il n'est fait, mais néanmoins, il faut connaître la réalité. Pour l'instant, la pornographie est accessible à tous, quel que soit l'âge. Un enfant de 6 ans, il dit qu'il en a 18, personne n'empêchera de l'écrire, et il tombera sur des images inadaptées, évidemment, à l'enfant. Donc, la meilleure façon de faire, en fait, c'est d'être dans la même pièce. C'est bien, on se ressemble, on est tous ensemble, en famille. Et donc, si on est dans la même pièce, vous voyez ce qui se passe, vous voyez les émotions de vos enfants, vous voyez ce qu'ils sont en train de regarder. Et donc, du coup, forcément, vous allez voir leurs émotions, leurs interrogations, et donc vous pourrez en discuter. Donc, là, le message essentiel, c'est pas d'écran dans la chambre, pas tout seul dans la chambre. Et là, la difficulté, évidemment, c'est l'adolescent. Hein, et donc, certains disent, et je suis assez d'accord, même si c'est assez difficile et que dans certaines familles, c'est tout à fait discutable, qu'un écran avant 15 ans, ça pose problème. Attention, je parle de l'écran seul dans sa chambre avant 15 ans, c'est compliqué. On
on prend des risques qui sont difficiles si on n'a pas mis en place des garde-fous très importants. Et les enfants ne cherchent qu'une seule chose, et c'est normal, c'est leur travail d'adolescent, à trouver des limites encore plus loin et à dépasser ces limites. Donc moi, les gens me disent, mais comment je vais me réveiller? Très bien, acheter à Noël, non pas un smartphone, mais un réveil simple et puis un téléphone. Bien sûr que le téléphone, c'est essentiel. Je vous rappelle, le téléphone, pas le smartphone. Et là, on pourra tout à fait avoir une communication et savoir où est son enfant, où il peut vous appeler à tout moment. Encore un petit clin d'œil, n'est-ce pas? Et donc, ces 3 moments, vous avez l'affiche derrière moi, là, depuis tout à l'heure, des 4 pas. Donc, il y avait le lieu, la chambre, et puis il y a 3 moments importants qu'on a déjà évoqués un peu. Le matin, avant la crèche, avant l'école, avant le collège, et bien de préférence, pas d'écran, si possible. Et puis, pas avant une certaine heure, le week-end et les vacances. Beaucoup d'enfants se lèvent très tôt le week-end parce qu'en fait, ils savent qu'ils peuvent regarder la télé. Faites un petit truc tout simple. Vous leur dites, OK, tu regarderas la télé le dimanche, les vacances, mais avant tout, vous leur apprenez l'heure ou à lire sur n'importe quel réveil, bref, qui peut regarder la télé qu'à partir de 9 h ou 10 h selon ce que vous décidez. Et là, vous verrez qu'il se réveillera beaucoup plus tard. C'est très fréquent. Cette expérience, elle marche bien. Les repas, la télé est éteinte, les téléphones sont silencieux. On discute, on échange. Quand il n'y a pas la télévision, quand la télé est éteinte, qu'il n'y a pas les téléphones, évidemment, le vocabulaire est plus riche, les échanges sont plus riches, tout est plus riche en fait, tout simplement. Et évidemment, pour l'enfant, l'expression orale sera meilleure. Enfin, il y a tout bénéfice pour tout le monde. Et puis l'endormissement, le sommeil, on l'a dit, et donc on ne conseille pas 1 heure avant le coucher pour éviter ce délai d'endormissement plus long, cette sécrétion de mélatonine qui sera perturbée. Et puis donc un lieu, donc les 4 pas de Sabine Duflot, dont vous pouvez retrouver l'affiche et les messages, notamment dans Cause. Donc encore le livre qui a sa place tout à fait essentielle. Continuez à lire des histoires, les enfants en raffolent, même les plus grands. Et puis voilà, quelques livres que je conseille par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Il ne décroche pas les écrans, c'est un livre de Sabine Duflot, paru l'année dernière. La fabrique du crétin digital, vous en avez entendu beaucoup parler. Hein. C'est dur, mais c'est une réalité. J'ai évoqué certaines études. Ma pause sans écran, c'est Joue, pense, parle. C'est des orthophonistes qui sont aussi très inquiètes sur l'effet des écrans. Elles le voient au quotidien et elles ont fait une petite pochette pour faire autre chose que l'écran pour avoir des idées. Comme on vous l'a dit initialement également, j'ai écrit ce petit livre, d'ailleurs aussi avec mon mari Eric Ozika qui est pédiatre, Le sommeil des enfants, comment bien dormir à tous les âges. Et puis il y a un calendrier familial chez Hatier qui reprend aussi la problématique des écrans avec plein de données à l'intérieur, en plus du calendrier évidemment. Dernier point, à Cause, donc je vous recommande d'aller voir sur le site. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous demander éventuellement si certaines personnes sont intéressées pour des interventions, des conférences. Inscrivez-vous, c'est gratuit et ça nous permet d'avoir un maximum de personnes. On est plus de 3500 adhérents pour essayer de se faire entendre, pour essayer de donner une information qui soit la plus honnête, la plus juste auprès des familles et même auprès évidemment des décideurs politiques, institutionnels pour lesquels on a parfois beaucoup de mal à faire passer ces messages. Vous avez aussi des affiches, comme vous le voyez, et donc beaucoup de données avec des témoignages de professionnels, de parents, des détails sur les études que je vous ai citées. Il y a une bibliographie aussi. Vous retrouverez les effets, par exemple l'explication détaillée sur la technoférence, également sur le déficit vidéo, déficit de transfert. Bref, on a essayé d'être le plus informatif possible, en sachant que notre seul conflit d'intérêt, c'est l'enfant. Nous n'en avons pas d'autre. Donc, nous essayons d'être évidemment le plus honnête possible entre notre expérience de terrain et également la littérature. Voilà, je vous remercie. C'était sûrement très différent de ce que vous avez pu avoir dans le cadre du Festival du Livre de Rouen, mais je pense que voilà, redonner justement la place aux livres parmi tous ces écrans, c'est tout à fait important. Les enfants adorent qu'on leur lise des histoires.
pour finir sur une note encore médicale et scientifique, hein, là aussi, si on lit des histoires aux enfants, de nombreuses études ont montré que le langage était bien meilleur. Donc voilà, à vos livres. Hein. Merci. Merci beaucoup, docteur. J'ai pu voir au fur et à mesure de votre présentation que le public vous a posé des questions. Donc, alors, je vais les lire pour eux. Donc, il y a Virginie qui vous demande à partir de combien d'heures d'usage une personne est dite accro aux écrans. Bah, c'est une question, d'abord, ça dépend de son âge, mais je pense que ce n'est pas le temps qui va compter, c'est si elle n'a pas pu faire autre chose, c'est-à-dire ces fameuses activités volées. On tombe dans une addiction avec tout. On va donc certains enfants vont se déscolariser, certains adultes vont ne pas aller travailler, ne vont pas aller à un rendez-vous qui était prévu, ne vont plus faire de sport, ne vont plus avoir les activités sociales qu'ils avaient auparavant. Bref, là, on se retrouve dans une situation en fonction de son âge où le temps volé est tel que vous vous retrouvez dans une problématique importante. Donc, ça peut être pour moi, pour un tout petit, ça peut être 2 heures. Un enfant de 2 ans et demi qui est 2 heures, 3 heures par jour devant un écran, c'est problématique de façon extrêmement importante. Et puis, un adulte qui est 8 à 10 heures par jour devant son écran et qui est entouré de ses enfants d'un autre adulte, bah, évidemment que c'est problématique. Donc, en fonction de l'âge, en fonction de ce qu'on y fait, en fonction du partage aussi, il y a différentes situations. Mais dès que ça a un impact sur ses autres, sur les autres éléments de sa vie, ça pose problème. Bien sûr. Brahim vous a posé également 2 questions. La première, je ne crois pas que l'écran soit incompatible avec le goût de lire, mais je suis sûre qu'il capte trop d'intention. Comment utiliser ce média? Je n'ai pas compris, pardon. Alors, je vous relis la question. Donc, je ne crois pas que l'écran soit incompatible avec le goût de lire, mais je suis sûre qu'il capte trop l'intention. Comment utiliser ce média pour sensibiliser l'enfant à la lecture? Alors là aussi, je suis d'accord, c'est pas parce qu'on regarde son écran qu'on ne va plus lire, mais on va se retrouver là encore dans cette histoire de temps volé, parce que le temps passé devant l'écran va prendre sur les journées, font encore une fois que 24 heures, et donc va prendre sur le temps de la lecture à un moment ou un autre. On le voit très bien, notamment chez les ados, dès qu'ils ont un écran, eh bien ils lisaient, ils lisent plus. Enfin, moi, j'ai plein de familles qui me racontent ça. Alors après, comment après lui donner envie? Ça peut être au travers, je pense, soit de séries, de films, où on va, je sais pas, moi, on regarde Harry Potter et on va aller lire Harry Potter, ou faire des liens avec des super-héros et autres, et on ira ensuite lire en fonction de ce qu'on aura pu voir. Je pense qu'il faut faire ces liens-là et redonner le goût à la lecture. La bonne façon de redonner le goût à la lecture, à mon avis, c'est de le partage, c'est-à-dire de lire ensemble. Je parle du plus jeune, mais même le 10-12 ans, il aime bien qu'on lise, qu'on continue encore à lire. Après, c'est l'ado, c'est effectivement plus difficile. Donc, c'est là où il faut savoir gérer le temps d'écran, surtout celui qui lisait auparavant et qui a arrêté de lire. Et c'est très, très fréquent, cette situation. Mais voilà. Moi, je suis preneuse d'idées. Hein. Si les parents, des personnes qui interviennent et ont des idées pour redonner envie aux ados, aux enfants à lire, avec plaisir. Une autre seconde question de Brahim. Existe-t-il des données sur les risques de surexposition de l'enfant à la lecture? Un enfant qui lit 4 heures par jour, est-ce inquiétant? Ça, c'est un sujet important. C'est vrai qu'on nous a souvent dit, oui, les grands lecteurs, ils sont un peu hors du monde, ils restent dans leur coin et ils partagent peu, ainsi de suite. Et on pourrait se dire, c'est la même chose donc avec les écrans. Et c'est excessif. Oui, je pense qu'à un moment, la lecture aussi peut poser problème. Quand là aussi, on est dans un temps volé, à un échange social, à un échange réel avec les amis, à du sport, à des activités musicales ou autres qu'on faisait et on ne veut plus lâcher son livre pour X raisons. Donc, je pense que quand le temps de lecture, mais c'est vrai que ça nous inquiète moins comme ça, mais quand le temps de lecture est très important, ça peut poser souci, évidemment. Donc, il faut essayer de trouver pourquoi on veut absolument s'échapper, qu'est-ce qu'il y a derrière, et puis
et puis que l'adulte stimule au maximum pour dire « allez, maintenant on sort, on fait ça ». Voilà, je pense que c'est aussi important qu'il n'y ait pas un enfermement non plus trop important. On a également une question de Jean-Baptiste qui vous demande comment gérer le souhait d'indépendance et de confidentialité de son pré-ado. Ah, bon, vous m'avez perdu, il me semble. Ouais, petit problème de son, je vous ai perdu. Pardon. Alors, donc, je répète la question de Jean-Baptiste. Comment gérer le souhait d'indépendance et de confidentialité de son pré-ado avec le smartphone? Je pense notamment à l'isolement dans sa chambre. Ouais, c'est la grande difficulté. Il faut vraiment se mettre en position de parent que vous êtes, de protecteur. Et donc, soit vous parlez beaucoup avec vos enfants, vous les informez, et il faut les informer tout en n'étant pas trop anxiogène, et on l'est forcément, enfin bref, et en mettant des contrôles parentaux, parce que pour beaucoup d'enfants, c'est indispensable, sinon ça part en vrille. Ça reste quand même un risque, parce que les contrôles ont des limites, et quand on se retrouve seul dans sa chambre, eh bien, on peut se retrouver à être sur... encore une fois, comme on l'a dit, sur des sites inadaptés. Moi, je pense que ça va choquer, hein, mais c'est comme ça que je le pense au fur et à mesure de ce que je peux voir et de la problématique des parents qui n'arrivent plus à gérer l'écran, et ça devient vraiment une souffrance pour tout le monde et pour l'enfant compris, qu'il est préférable de travailler sur Internet, d'être sur Internet dans un lieu commun de la maison, je le répète, et donc dans la chambre, il y a 0 écran. Alors, on parle de préado. Donc, préado, c'est 10 ans, c'est 12 ans. Je vous rappelle, le garçon, hein, il devient vraiment adolescent à 12-13 ans. Ça commence, la puberté, souvent assez tardivement par rapport aux filles. Et c'est pas parce que les copains ont le portable, le smartphone, qu'on doit tous faire pareil. Il y a vraiment un souci parce que tout le monde a, donc on va se retrouver ostracisé parce que je ne l'ai pas en tant qu'ado. Bah oui, mais en même temps, je vois des dégâts qui sont absolument majeurs. Après, on s'adapte à chaque enfant. Notamment les filles, elles sont souvent beaucoup plus raisonnables sur les temps d'écran. Après, méfiance quand elles tombent dans les séries. Mais les garçons, c'est quand même plus complexe pour certains. Je trouve qu'il y a vraiment aussi une famille, évidemment, un enfant, dans une même famille. Moi, j'ai 5 enfants, ils sont pas tous pareils, ils n'ont pas été tous pareils par rapport à la problématique des écrans. Donc, tout ce que je dis, c'est évidemment à adapter à chacune des familles, mais en tous les cas, le plus longtemps possible, pas d'écran dans la chambre. C'est difficile, hein. C'est vraiment une notion difficile, mais dans ce cas-là, on aura préservé le sommeil, évidemment. Hein. Il y a des enfants qui ont la télé dans la chambre, ça pose un réel problème. Et quand on met son téléphone à charger dans la chambre, même si on dit aux parents qu'on n'ira pas le consulter, dans la majorité des cas, on va le consulter à un moment ou à un autre parce que tout va bien aujourd'hui, demain et après-demain, il y a un problème et on va sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis, c'est comme un gâteau au chocolat, hein, il est dans la chambre, moi, je ne peux pas m'empêcher de le manger personnellement. Et un téléphone, c'est pareil. Si on a un accès libre, on ne peut pas s'empêcher. Voilà. Alors après, il faut couper le Wi-Fi, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas la 4G. Sur le téléphone, très souvent maintenant les forfaits ont la 4G, donc encore une fois, c'est vraiment très compliqué pour les parents de protéger. Je pense que le plus simple est qu'ils ne soient pas dans la chambre. C'est dur, hein, c'est dur d'être parent. Une autre question de Jean-Baptiste. Comment aborder avec lui les dangers des réseaux sans être anxiogène? Donc, il parle par exemple de pornographie et de cyberharcèlement. On l'est forcément un peu, puisque c'est comme vous allez dire, on a tous dit à nos enfants, quand vous êtes dans la rue, tu rentres à telle heure, ou tu vas rencontrer des gens, certaines personnes peuvent te dire des choses, enfin bref, dans le monde réel, on va le dire. Effectivement, il faut savoir expliquer les choses sans non plus les angoisser de façon majeure, mais c'est pas possible autrement. Faut trouver les mots, faut s'adapter aussi aux fonctions des enfants. Il y a des enfants très anxieux de base, donc c'est pas la peine de leur en parler pendant des heures et d'en rajouter des couches, si on peut dire. Et puis il y a des enfants au contraire, qui sont peu naïfs, qui n'imaginent pas, et donc là il faudra répéter. Je pense que la répétition aussi est importante. Mais bon, on est dans un monde
ou dans le monde réel, on va faire attention. Et encore une fois, dans ce monde numérique, on peut tomber sur des images. Il ne faut pas hésiter à dire à ses enfants régulièrement, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a choqué? Est-ce qu'il y avait des choses, des propos choquants ou des images choquantes? Moi, je dis souvent quand je vois des ados avec des problématiques diverses et quand je leur parle de la pornographie, ils sont tous tombés dessus. Et on sait très bien que dès l'âge de 11 ans, un nombre important d'ados sont tombés sur la pornographie, qui peuvent leur poser problème ou pas, mais dans la majorité des cas, ça peut poser problème. Donc voilà, il faut s'adapter au caractère de son enfant aussi, ça c'est sûr. Hein. Certains enfants sont très anxieux, donc c'est pas la peine d'en ajouter plus. Et puis la répétition, parce que de mois en mois, l'adolescent évolue forcément aussi. Je ne sais pas s'il y a un retour, si vous avez un retour éventuellement ou un détail à ajouter à un complément d'information à donner par rapport à ces questions et réponses que je vous fais. Peut-être pas. C'est-à-dire j'ai donné le public peut aussi s'informer sur le site de Cause. Oui. Donc le lien est passé en tout cas. Ils peuvent le retrouver aussi sur festival-livre-rouen.fr. Et en tout cas, s'ils ont encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. On a encore le temps ensemble. On a notamment, par exemple, une question de Laetitia. Comment les enseignants s'emparent de ces questions? Comment les enseignants s'emparent des questions de l'écran? Oui. Ah, c'est aux enseignants de répondre alors. Est-ce que, par exemple, vos livres, vous les transmettez également au corps enseignant? Est-ce que vous travaillez avec eux sur ces sujets? Alors oui, ça nous arrive. Cause fait souvent des demandes de conférences dans les écoles maternelles notamment, mais moi j'en ai fait aussi dans les écoles primaires, le collège, le lycée aussi pour d'autres raisons, comme on l'a dit, les réseaux sociaux et autres. Ça arrive très souvent qu'il y ait un besoin de sensibilisation. Je pense que les professeurs ont très souvent besoin d'aide, effectivement, et que le message, d'ailleurs, quand il est médical ou des pédopsychiatres ou des pédiatres, médecins et autres, que par exemple du groupe Cause, ça aide beaucoup les professeurs, les institutrices, instituteurs, parce que parfois ils ont du mal, ils passent le même message que nous, et d'ajouter un message médical, ça renforce évidemment la teneur du propos. Et donc, mon livre s'adresse aux parents. Hein. Le petit livre, il est à 4,90 €. Il s'adresse tout à fait aux parents et peut tout à fait aider les professeurs à suggérer ça, évidemment, l'achat aux familles. Nos affiches aussi, hein, les 4 pages, je trouve que si elles étaient visibles auprès des familles, ça pourrait tout à fait les aider. Hein. Parents responsables face aux écrans, c'est plutôt pour les crèches ou les maternelles, les plus petits. Et je pense que effectivement, en maternelle notamment, les instituteurs se rendent compte très vite de certains enfants qui sont exposés et ceux qui ne le sont pas, notamment dans le langage, dans le dessin, dans la gestion des humeurs. Et je pense qu'une prévention très tôt, dès le début de l'année, est à reprendre éventuellement, notamment avant Noël. Hein, parce que des fois, les achats, il faut savoir qu'un des premiers cadeaux de Noël, c'est la tablette, hein, l'écran. Malheureusement, il faut le dire, hein, parce que tout dépend aussi comment il va être utilisé, évidemment, mais il est parfois mal utilisé, on l'a dit à plusieurs reprises. Donc, si cette prévention était faite à ce niveau-là aussi, ça serait important. Et donc, par exemple, Cause fait des conférences dans les écoles. Ça nous arrive assez souvent sur la France entière, puisqu'on a un pédopsychiatre qui est sur Lyon, un autre pédopsychiatre qui est sur Montpellier, une autre personne psychologue qui est à Angers, une autre qui est à Orléans, à Paris, région parisienne, voilà. Cela est dit. Et alors, est-ce que vous avez un futur sujet en cours d'écriture après le sommeil, les écrans? Est-ce que vous préparez un nouveau livre? Oui. Un nouveau livre, mais c'est pour 2022, donc c'est pas tout de suite. Alors là, on est par contre vraiment dans la pédiatrie parce que ça sera l'abécédaire de ma première année, donc c'est plutôt voilà, quand on attend un enfant, quand on a un petit enfant, comment gérer au mieux toutes les questions, les inquiétudes et l'organisation
de la première année autour d'un bébé, à la fois pour son bien-être, ses apprentissages, les maladies, les symptômes. Voilà, chez Atier également, avec Caroline Terral. Mais c'est pour 2022, c'est pas tout de suite. Mais bon, là, on est plus dans la puériculture, on va dire. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la relation que vous avez avec Atier? Est-ce que c'est vous qui sont allés vers vous, ou alors au contraire, est-ce que c'est vous qui avez été mis en relation? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers eux? C'est une rencontre. Caroline Terral qui est venue vers moi sur la problématique des écrans. Et puis donc, moi, grâce à Sabine Duflot, j'y suis sensibilisée depuis plusieurs années, ce qui n'est pas le cas de tous les soignants, de tous les médecins notamment. Et merci, parce qu'elle m'a ouvert les yeux et dans mon quotidien, je ne voyais pas tout à fait les mêmes choses que maintenant, de la façon dont je les vois. Et donc, au fur et à mesure de ma réflexion et surtout après de mon travail personnel au cabinet, à l'hôpital, eh bien, je me suis dit que je pouvais travailler ce sujet. Et donc, avec mon mari qui a fait une bibliographie conséquente, importante, on a travaillé ce sujet activement. Et Caroline Terral de Atier nous a aidés à mettre en place ce petit livre. Et puis après, une autre problématique qu'on a beaucoup en pédiatrie, que les parents connaissent beaucoup, c'est le trouble du sommeil. Et ça, on l'aborde de façon extrêmement régulière dans nos consultations, du petit comme du grand. Et il y a vraiment des clés qui peuvent vous faciliter la vie. Bien sûr qu'on n'a pas toutes les solutions, mais du coup, est venue après cette autre idée des 10 clés pour bien dormir, pour les petits, les moyens et les ados aussi. Et on parle de la problématique des écrans, mais pas que, loin de là. Il y a plusieurs choses abordées dans ce petit livre. Voilà, donc c'est des rencontres et puis et des envies de partager des sujets sur lesquels on peut trouver des solutions et qui, à mon avis, peuvent aident les familles. C'est ce que je vois dans mon quotidien et j'essaye de partager avec les parents régulièrement. Ils en sont plutôt contents. Donc, c'est qu'il y a des résultats. Mis à part ces deux livres, vous avez également créé un calendrier familial de septembre 2020 jusqu'à janvier 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, parce que ce serait justement le moment de s'en procurer? Oui, alors c'est encore le moment, puisqu'il va jusqu'à 2022, donc encore une fois. Il y a plein de choses, plein de choses. Il se veut... moi, j'ai toujours utilisé avec mes enfants un grand calendrier sur le frigidaire où il y a les différentes dates importantes, enfin bref, pour chacun. Et comme ça, on s'y retrouve mieux dans ce qu'on va faire dans l'organisation du mois. Et là, la particularité de ce calendrier, il est très beau aussi, il y a des jolis dessins, mais sur chaque mois, et chaque mois c'est différent, donc il y a eu quand même, puisqu'on va jusqu'en 2022 encore une fois, des items à la fois de santé, de conseils, de diététique, évidemment qu'il y a quelques items écran, mais pas que, la vitamine D, le rhume, la grippe, la fièvre, voilà, où on donne, et puis aussi quoi faire avec son enfant, quoi regarder, voilà, il y a plein de petits trucs et il y a aussi plein de conseils médicaux assez simples sur lesquels des fois il y a des méconnaissances ou vraiment où on croit savoir, où on a entendu dire et c'est pas du tout ça, que ça soit les causes de fièvre, de poussée dentaire, comment traiter les rhumes ou autres. Voilà, ça se veut assez pratique, un peu à tous les âges. Et puis, c'est surtout pour les enfants, les petits, les moyens. Il y a quelques notions aussi pour les adolescents. Il y a pas mal de réflexions de diététique aussi. Donc, sur chaque mois, il y a 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça, 4 petits textes qui reprend un sujet comme je viens de l'évoquer. La trousse de voyage, est-ce qu'on peut aller en altitude, voilà, des problèmes de dermatologie classiques, voilà, il y a plein de choses. Donc chaque mois une nouvelle information. Un petit carnet médical, puériculture, bonnes recettes, voilà, pour chaque mois. On a également une question de Lamia. On aimerait vous écouter encore sur les questions autour du sommeil. Est-ce que vous viendrez à la prochaine édition?
Pour parler du sommeil? Oui. Pourquoi pas? Avec plaisir. Ou alors en 2022 pour votre futur livre. Oui, voilà aussi. Ouais, avec plaisir encore. Alors, je me permets aussi de ragrandir votre fenêtre pour montrer aussi derrière vous, donc vous l'avez montré lors de votre présentation, comme ça, en plus grand, on peut voir également votre kakémono qui est juste derrière. Oui. Le calendrier, la fiche qu'on aime bien, qui concerne encore une fois les 0-4 ans, et puis la fiche de Sabine Duflot sur les 4 pas, qui reprend ce que l'on a dit, un lieu et 3 temps importants. On retrouve dans de nombreuses langues sur le site Cause aussi. Ça, je ne l'ai pas dit, mais pour certaines institutrices qui nous écoutent, ça peut être tout à fait utile, ou dans les crèches aussi, bien sûr, d'avoir cette affiche dans, je ne sais plus où, on doit être à une quinzaine de langues dans lesquelles on peut trouver cette affiche. Justement, c'est ce que j'allais dire. On peut le retrouver sur donc, le site de Cause, oui. Donc, une association très importante. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Tout à fait. Il y a d'ailleurs sur le site Cause, je crois que j'avais la diapo suivante, mais c'est pas grave, d'autres associations qui travaillent sur le sujet. Voilà la liste de ces associations, et qui ont aussi beaucoup d'informations à donner. Vous le retrouverez sur le site Cause, où vous aurez ces différentes associations aussi qui essayent d'alerter, d'informer, d'aider pour la gestion des écrans. Je vous pense parle, c'est nos amis orthophonistes et qui travaillent et qui font plein de choses super en essayant d'aider au maximum les parents. Les orthophonistes voient de plus en plus, on l'a dit, d'enfants avec des retards de langage importants, et quand on arrête les écrans, eh bien, ils rentrent de nouveau dans l'apprentissage, dans le langage, et elles s'en rendent compte de façon importante. Donc voilà, elles travaillent beaucoup sur ce sujet-là. Alors, si le public a encore une dernière question, c'est le moment de le faire, parce que notre rencontre arrive bientôt à sa fin. Je vois que l'heure file. En tout cas, vous avez beaucoup de remerciements dans le chat, donc j'imagine aussi de parents, ou alors peut-être de futurs parents. Merci. Merci. Ou de grands-parents, on l'a dit aussi, hein, parce que c'est, voilà. Merci de votre retour. Si j'ai pu vous donner des informations utiles et voilà, aider les enfants, c'est le but est atteint. Tout à fait. Tout à fait. Pas d'autres questions a priori? Eh bien non, donc j'en profite alors pour annoncer les prochains rendez-vous. Donc, si vous souhaitez, docteur, vous êtes également la bienvenue pour y assister. Donc, on va retrouver Clémence Monet mardi prochain à 17h45, et également Cynthia Sileo pour notre dernière rencontre mercredi à 15h. Donc, n'hésitez pas également à y faire un tour. Et puis, toutes les informations que donc, le docteur Dieu Ossica nous a procurées ce soir seront disponibles également sur notre site. Donc, n'hésitez pas à regarder. Encore merci pour votre intervention, et puis j'espère que vous avez passé également un agréable moment avec nous. Absolument. Merci, merci à vous, merci au Festival du Livre de Rouen. Merci, bonne soirée à vous. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.